Bonsoir et bienvenue, ça vous regarde en direct. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire ce soir, les violences sexuelles et sexistes en politique. Affaire Bayou, affaire Caténins, a-t-on basculé dans l'ère du grand déballage? Comment faire primer la parole des femmes sans tomber dans l'instrumentalisation? Jusqu'où appliquer le principe de précaution? Et puis les cellules d'écoute des partis politiques sont-elles efficaces? Le garde des Sceaux les met en cause directement ce soir. On en parle dans un instant dans notre grand débat. Notre grand témoin ce soir est un grand diplomate. Il a été ambassadeur de France aux États-Unis, en Israël ou encore aux Nations Unies. Il nous dira dans quel monde nous sommes entrés à l'heure où Vladimir Poutine organise des référendums d'annexion en Ukraine et menace de l'arme nucléaire. Gérard Haro signe Histoire diplomatique chez Grasset et il est notre invité ce soir. Enfin, nous retrouverons nos affranchis ce soir. Le parti pris de Léa Chamboncel sur la victoire de Giorgia Meloni, la candidate d'extrême droite en Italie, le grand reporter Vincent Hugeux, pourquoi la mobilisation partielle en Russie est déjà par terre, et puis le regard de Stéphanie Despierres sur le boycott des députés insoumis de l'équipe de foot de l'Assemblée pour protester contre la présence de joueurs du RN. Voilà pour le menu, c'est parti. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Crise à Europe Écologie Les Verts, crise à la France insoumise, qu'elle soit psychologique, sexuelle ou sexiste. La question des violences ébranle les partis politiques. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, cet après-midi à l'Assemblée. L'enceinte judiciaire est le seul endroit en démocratie où se rend la justice. Ne se rend pas dans des cénacles politiques, des comités de déontologie ad hoc. Tous ces monstres, en dehors du cadre légal, sont d'ailleurs en train de dévorer ceux-là même qui les ont créés. Voilà les mots forts du ministre de la Justice. Il a d'ailleurs poussé un coup de gueule exactement de la même tonalité un peu plus tôt dans la journée, on le verra. Bonsoir Sarah Legrain. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation, députée de la France Insoumise de Paris, membre de la cellule d'écoute sur les violences sexuelles et sexistes internes à LFI, directement mise en cause donc par Éric Dupond-Moretti. Vous lui répondrez. Bonsoir Christian Saint-Palais, maître Saint-Palais. Ravi de vous retrouver sur ce plateau, avocat au barreau de Paris. Anna Thomazoff, militante féministe, qui était à l'origine, peut-être vous vous en souvenez, de ce hashtag Sciences Sport sur les violences sexuelles et sexistes à Sciences Po dans tous les instituts d'études politiques de France, va nous rejoindre dans un tout petit instant. Et puis également sur ce plateau dans quelques minutes, Céline Braque, la directrice générale d'Odoxa, parce que ces affaires, elles ont forcément des conséquences sur l'opinion publique. On va poser les faits pour commencer de l'affaire Bayou. C'est l'actualité. Bonsoir Stéphane Blakowski. Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes, à tous. Si j'ai bien compris, la contre-attaque de l'ex-patron des Verts est plutôt musclée. L'ami Blakowski, tout de suite. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam. Alors, si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris, Europe Écologie Les Verts font enfin la une de l'actualité. Parce que vous savez qu'ils ont 23 députés, ce qui est un record, mais ils étaient un peu éclipsés jusque-là justement par LFI qui avait volé la vedette à l'Assemblée. Mais alors, malheureusement, on se rend compte qu'à voir sa photo dans le journal, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Donc Julien Bayou peut bien sûr en témoigner, puisque depuis que Sandrine Rousseau l'a accusé publiquement d'avoir exercé des violences psychologiques contre son ex-compagne, eh bien on ne parle que de ça, et à tel point qu'il a même dû démissionner de la tête du parti. Alors, quelles sont ces violences psychologiques dont Julien Bayou se serait rendu coupable? Eh bien, c'est ça le problème, c'est que on n'en sait rien. Le seul motif d'accusation pour l'instant, c'est ce qu'a dit Sandrine Rousseau lorsqu'elle était sur France 5, en disant que Julien Bayou avait eu des comportements de nature à briser la santé morale des femmes, donc vis-à-vis de son ex-compagne. Donc, assez flou comme accusation, d'autant que, sans l'avoir dit en public, elle a précisé par la suite qu'aucun des comportements qu'elle dénonçait n'était répréhensible devant la justice. Il faut tout de même préciser que Julien Bayou fait l'objet d'une enquête interne au sein du parti Europe Écologie Les Verts. Exact. Et c'est là que vous allez voir que la cellule d'enquête Europe Écologie Le Vert est quand même extrêmement efficace. Je vous explique comment ça s'est passé. Le 30 juin dernier, Julien Bayou reçoit un message de son ex-compagne qui menace de se suicider. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les pompiers.
En appelant, il se rend compte que quelqu'un a déjà appelé les pompiers. Il est 21h19. 22h19. 22h, pardon, 19. Donc 6 minutes plus tard, il reçoit un mail, et cette fois, c'est le parti qui lui écrit, donc la cellule d'enquête qui lui dit « On a ouvert une enquête contre vous, Julien, pour violence psychologique contre votre ex-compagne. » Donc extrêmement rapide pour se saisir de l'affaire, sauf que depuis 3 mois, en revanche, là, on est au point mort. C'est ce que regrette ou même dénonce l'avocate de Julien Bayou. À 4 reprises, Julien Bayou a demandé par écrit à être auditionné devant cette cellule, ce qui lui a été purement et simplement refusé. Il est délibérément tenu dans l'ignorance des faits qui lui sont reprochés et des accusations portées à son encontre. Il n'a donc pas accès au dossier, il ne peut s'en entretenir avec aucun membre de la cellule. Voilà, maître Marie Dauzé, l'avocate de Julien Bayou, qui a aussi mis en cause la fragilité psychologique de l'ex-compagne de Julien Bayou. Chercher à replacer un peu le contexte autour de cette rupture qui a eu lieu donc en novembre 2021, en précisant que dans les mois qui ont suivi la rupture, le comportement de l'ex-compagne avait été, dit-elle, fluctuant. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était plutôt des messages à base de menaces ou de chantage, puis après des moments où au contraire elle avait plutôt envie de se réconcilier. Mais ce qui était sans doute le plus frappant, moi ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que disait Marie Dauzé, c'est qu'il y avait vraiment des messages d'ex-compagne qui étaient extrêmement violents. Elle va jusqu'à écrire ta mère te vomit d'où elle est, alors qu'elle sait que Julien Bayou est orphelin, qu'il a perdu sa mère lorsqu'il avait 5 ans. Ouais. C'est absolument affreux pour Julien Bayou, qui est obligé de se justifier ou de sortir, de dévoiler sa vie privée, parce que sinon, il n'a aucun moyen de se défendre. Ce qu'ajoute l'avocate de Julien Bayou, c'est qu'il pourrait être victime d'une forme de manœuvre politique. Je vous rappelle que dans cette émission, nous ne parlons que de politique. Et de fait, en décembre, il devrait y avoir un congrès des Verts pour désigner une nouvelle direction. La favorite, elle s'appelle Marine Tondelier. Elle est soutenue par Julien Bayou. Mais Sandrine Rousseau, elle... Rousseau. On est pris par les comptes parodiques. Sandrine Rousseau, elle, soutient une autre candidate qui est donc rivale de la liste défendue par Marine Tondelier et Julien Bayou. Donc, forcément, il y a un soupçon de règlement de compte en interne. C'est ce que dit l'avocate de Julien Bayou. Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. Alors quel pourrait être le dénouement de cette affaire ? C'est là qu'on n'en a aucune idée, puisque d'un côté, on attend le résultat de l'enquête interne, mais apparemment, d'après ce que dit, je crois, Libération, l'ex-compagne du Julien Bayou, pour l'instant, n'a pas souhaité témoigner. C'est pas elle qui a saisi la cellule d'enquête, elle ne veut pas témoigner. Donc, Julien Bayou, de toute façon, a dit que lui ne tiendrait pas compte des résultats de cette commission d'enquête. Donc, en fait, l'affaire occupe aujourd'hui une place énorme dans les médias, alors qu'elle n'a aucun fondement juridique. Et c'est justement ce qui faisait pousser un coup de gueule ce matin à Éric Dupond-Moretti, notre garde des Sceaux. Je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. On ne joue pas avec nos institutions. La libération de la parole de la femme, oui, même au travers des réseaux sociaux. Pour autant, les réseaux sociaux ne peuvent pas être l'unique réceptacle sans filtre de cette parole, et la justice doit intervenir. On est en train, là, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. Et c'est vrai que pour l'instant, tout se passe dans les médias. C'est-à-dire que l'accusation de Sandrine Rousseau a été proférée sur France 5. La polémique est montée sur Twitter. C'est sur BFM TV que l'avocate de Julien Bayou a répondu. Et donc maintenant, on est sur LCP et on se débat sur le fait, est-ce bien normal d'en arriver là ? Merci beaucoup pour votre regard, Stéphane. Je voudrais vous entendre sur cette affaire. Alors évidemment, on a les faits, mais elle dit quelque chose, forcément. Est-ce qu'on a basculé dans une forme d'ère du grand déballage, du tribunal médiatique? De quoi cette affaire est-elle le nom, selon vous? Est-ce que c'est le symbole d'une dérive, d'une cause juste? Est-ce que c'est un règlement de compte? Au contraire, est-ce que c'est une victoire du féminine qui alerte sainement, Maître Saint-Palais? Je ne sais pas quelles sont les motivations de celle qui quand même a lancé cette accusation publique, parce que c'est ça le problème, c'est d'avoir lancé une accusation publique sans avoir aucune légitimité pour le faire. Donc vous parlez de Sandrine Rousseau qui répondait à une question posée sur le plateau de France 5 de C'est à vous. Que les plaignantes, et les plaignants d'ailleurs, au masculin et au féminin, que les plaignants bénéficient d'une liberté d'expression totale, bien sûr. Chacun peut aller dire à l'extérieur, sous réserve de ne pas diffamer, ce qu'il estime être sa vérité. Mais que Sandrine Rousseau, qui est quand même une responsable politique,
qui dit avoir reçu des confidences d'une plaignante et qui les livre comme ça publiquement, ça c'est la dérive que nous craignions lorsque ce mouvement a débuté. Vous savez, nous avons été nombreux, les juristes, et d'ailleurs magistrats et avocats, mais enfin ceux qui sont au quotidien dans les enceintes judiciaires, à dire attention. Si les faits n'étaient pas avérés, si donc il y avait enquête judiciaire, est-ce que Sandrine Rousseau serait passible de poursuite? Parce qu'elle n'a pas dit qu'il avait été dans l'illégalité. Elle a dit d'ailleurs hors plateau que les faits n'étaient pas répréhensibles, mais qu'effectivement, elle ne l'a pas dit en plateau, absolument. C'est intéressant de partir sur la méthode, au fond, de Sandrine Rousseau, que vous connaissez bien, puisque vous êtes membre de la NUPES avec elle, ici même, au Palais Bourbon. Comment vous jugez ce qu'a fait Sandrine Rousseau? Je ne suis absolument pas là pour juger Sandrine Rousseau, ni pour juger des décisions politiques que prendront Europe Écologie Les Verts comme parti, ou Julien Bayou comme chef de ce parti, ou encore Sandrine Rousseau. Moi, je suis venue, et j'ai accepté de venir pour parler de l'importance des dispositifs, des difficultés rencontrées aussi, mais de l'importance de ces dispositifs. Moi, je constate qu'aujourd'hui, on a affaire à une offensive. Voilà. Une offensive, bon, bien sûr, politique contre les organisations de gauche qui vivent en ce moment des affaires de violences sexistes et sexuelles, ce qui est toujours très pratique pour des adversaires qui parfois sont fort peu féministes et qui en profitent pour mener une offensive. Mais pour moi, l'offensive la plus grave, c'est qu'on a affaire à une offensive réactionnaire contre les dispositifs qui sont mis en place. Mais de qui parlez-vous? Qui mène cette offensive? Typiquement, vous voyez, quand le garde des Sceaux lui-même, Éric Dupond-Moretti, ou encore même pire, la ministre d'égalité entre les femmes et les hommes, laisse entendre que ces cellules d'écoute ou que ces dispositifs qui sont mis en place au sein des partis se substituent à la justice, voire qu'ils seraient responsables du fait qu'il y ait des violences ou du fait qu'elles ne soient pas traitées par la justice. Moi, je suis ici pour établir des choses. Et je suis aussi ici pour parler de méthode. Et donc, effectivement, nous avons une responsabilité collective à avoir des dispositifs et des méthodes claires et à faire attention à ce que nous faisons. Et parfois, ces méthodes, elles sont aussi contradictoires avec des exigences médiatiques, de communication, d'information. Parfois, nous devons nous tenir à certaines procédures. C'est ce qui fait que je n'interviens pas beaucoup. Je comprends très bien et je vous remercie. D'ailleurs, j'en profite. Voilà. C'est vrai que les Insoumis étaient assez discrets ces dernières semaines, mais je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Et je profite pour dire à nos téléspectateurs qu'évidemment, nous avons invité et appelé beaucoup de députés Europe Écologie Les Verts. Il y avait un séminaire de la NUPES. Enfin, aucun n'a accepté, contrairement à vous, de venir. Ceci étant posé, c'est quand même intéressant d'essayer de comprendre. On va y venir. Je vous promets qu'on viendra sur les cellules d'écoute qui existent dans les partis de gauche et pas dans les partis de droite. Peut-être que c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faudrait changer. Mais je voudrais vous entendre sur cette affaire. Bonsoir Anna Toumazov et merci d'être avec nous. Vous êtes une militante féministe. Je disais en présentant le sommaire que vous avez lancé cet hashtag Sciences Sport qui a permis de révéler au grand jour toutes les violences sexistes et sexuelles dont ont été victimes les étudiants des IEP de toute la France. On est sur l'affaire Bayou, là, simplement avant d'entrer dans le détail, et notamment des comités qui font un travail important au sein des partis politiques. Comment vous la regardez, cette affaire? On a plusieurs mots qui viennent. Certains disent, et c'est l'avocate de Julien Bayou, que c'est une manœuvre, que c'est même une instrumentalisation, qu'il y a une forme de machination politique. D'autres disent que c'est plutôt une victoire du féminisme, une alerte saine. Comment vous voyez cette affaire-là aujourd'hui ? C'est compliqué déjà d'avoir une vision claire sur ce qui se passe ces jours-ci parce qu'il se passe beaucoup de choses et on se retrouve à beaucoup prendre la parole. En tout cas, moi, ça a été mon cas et je pense que je ne suis pas la seule et tout change chaque jour. Donc, c'est assez complexe. Maintenant, je ne suis pas là pour faire de la langue de bois, sinon... On a rappelé les faits avant votre arrivée. On a compris qu'aucune plainte n'avait été déposée, que la cellule n'a pas entendu Julien Bayou, même si elle a été saisie et qu'on le sait d'après les off en dehors du plateau de France 5 de Sandrine Rousseau, rien de répréhensible n'a été commis. Est-ce qu'on n'est pas là dans le symbole d'une forme de dérive, d'une cause totalement juste ? Là, en fait, effectivement, là, c'est une affaire qui est particulièrement dure à juger, je pense. Et comment dire, pour les observateurs qui auraient tendance justement à dire que c'est un peu une justice injuste qui se fait, une justice populaire, etc. Bien sûr que, de fait, il est facile de se dire, Sandrine Rousseau a quand même tout intérêt à ce que Julien Bayou vacille, etc. Donc, il y a plein d'éléments qui accréditent ça. Maintenant, et moi, je reste fidèle à ma ligne. En fait, là, on est sur actuellement des
des mouvements qui essaient de rétablir une vraie justice qui se font et qui ne sont pas là pour rien. Et en fait, je crois que le vrai débat, c'est comment on peut améliorer la justice pour qu'il n'y ait plus justement cette espèce de justice de tous les côtés anarchique où il y a des tirs de balles. Enfin, franchement, c'est plaisant pour personne, honnêtement, ce qui se passe. Bonsoir Céline Braque. Et merci d'être avec nous, directrice générale d'Odoxa, notre institut partenaire. Vous avez un baromètre à nous révéler. C'est intéressant parce que les Français nous regardent, ils regardent leur politique et ils attendent de l'exemplarité. Vous allez nous donner dans quelques minutes les résultats d'une première enquête de popularité. Et on voit que voilà, les dégâts sont importants dans la classe politique, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Julien Bayou et même Sandrine Rousseau. On va le voir dans un instant. Une vraie justice. Je rebondis sur l'expression de Anna Tomasoff. C'est quoi une vraie justice en la matière? Mais c'est une justice pour laquelle nous avons dégagé des principes fondamentaux. Mais quand je dis le mot principe, maintenant j'ai l'impression que vraiment c'est un ancien monde, plus personne n'en veut. C'est ça que dit le garde des Sceaux. Moi, je ne dis pas qu'on ne peut pas créer d'autres canaux pour recueillir la parole des femmes qui se plaignent. Puisque nous faisons un constat ensemble et nous disons que la justice peut-être ne va pas suffisamment vite, peut-être que beaucoup de femmes ne se dirigent pas vers la justice parce qu'elles savent que, en tout cas, leur parole ne sera pas traitée en leur donnant entière satisfaction. Bon, donc nous pouvons réfléchir comment faire mieux. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution. La mise en retrait, par exemple, dans les entreprises, on va venir aux politiques, mais dans certaines entreprises, comme il y a une responsabilité pénale de l'employeur à protéger ses salariés, il y a une mise en retrait. Là, vous êtes favorable à l'idée d'un principe de précaution complémentaire à la question judiciaire? Mais je n'y suis pas hostile parce que cela existe. Ce sont les procédures disciplinaires, c'est le pouvoir disciplinaire dans les entreprises, mais ce que nous devons imposer aux partis politiques qui, comme des associations, finalement, veulent se doter d'un règlement intérieur en disant, écoutez, nous allons poser des conditions pour adhérer à un parti et puis nous allons poser des conditions aussi pour exclure d'un parti. D'accord. Mais il faut poser des principes. Ce que défend Dupond-Moretti, ce que défend Madame Rome, vous devriez quand même vous arrêter un peu aux objections qui ont été formulées. La nouvelle ministre tout à fait de l'égalité homme-femme. Vous l'avez balayé tout à l'heure. Arrêtez-vous à l'objection émise par cette magistrate de très grande qualité. Mais c'est de dire, on ne peut pas juger sans respecter des principes, le contradictoire, respecter aussi la confidentialité, parce que étaler sur la place publique et mettre en cause l'honneur des mises en cause, mais aussi l'honneur des femmes qui se plaignent. Parce que quand on est plaignant, parfois, on veut que les choses se fassent discrètement. On veut que le mis en cause soit le responsable, soit sanctionné. On veut qu'une main courante ne fuite pas dans la presse, comme ça a été le cas dans l'affaire Caténins. Être discret. Et là, j'ai été très surpris, franchement, madame, que vous ne disiez pas, voilà l'affaire Bayou, puisque nous en parlions, que vous ne disiez pas immédiatement. Voilà un signal d'alerte, simplement. Moi, je ne mets personne en cause. Madame Rousseau est allée incontestablement trop loin. Ce comportement, pour moi, est inadmissible. Mais sans dire quelles sont ses motivations, je n'en sais rien. Je suis avocat. Je comprends. Mais il faut dire que c'est une alerte pour le moment. Mes motivations politiques ici. Moi, je vais expliquer justement comment fonctionnent ces dispositifs. Et après, les téléspectateurs jugeront aussi au cas par cas s'ils ont l'impression que les dispositifs sont tenus. Et nous jugerons aussi. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut des procédures et des principes. Des procédures judiciaires également. Alors, mais bien évidemment, mais ça, c'est la justice. La première des choses que je voudrais dire, ce n'est pas parce qu'il y a des cellules d'écoute dans les partis qu'il y a des affaires de violences sexistes et sexuelles, c'est parce qu'il y a des violences sexistes et sexuelles. Ce n'est pas parce qu'il y a des cellules d'écoute qu'il y a des femmes qui n'osent pas aller porter plainte en justice, c'est parce que l'ensemble de la société ne prend pas suffisamment en compte, que ce soit du point de vue de la prévention, de l'éducation, de la formation des policiers, de la justice elle-même. Et elle n'est pas à la hauteur, aujourd'hui, la société, en matière de justice, en matière de réponse aux violences, pas que de justice d'ailleurs, de réponse aux violences sexistes et sexuelles. Et c'est aussi pas parce que vous avez des cellules d'écoute que vous avez des femmes qui, quand elles arrivent au commissariat, s'entendent dire qu'elles sont peut-être un peu responsables de ce qui leur arrive. Donc, ces cellules d'écoute, elles existent parce qu'aujourd'hui, vous avez des femmes qui ne vont pas aller tout de suite à la justice, qui parfois d'ailleurs sont accompagnées par nous pour aller dans une démarche judiciaire, c'est pas du tout incompatible, mais qui demandent qu'au sein d'une organisation soit pris en compte une alerte qu'elles vont donner et que leur parole soit prise au sérieux. Sarah Legrand, on va voir tout de suite un sujet sur ces cellules. C'est justement de ne pas communiquer indépendamment de la volonté de la victime. C'est une des règles qu'on peut donner et qui est difficilement respectée dans les médias. Un sujet sur ces fameuses cellules d'écoute sur les violences sexistes et sexuelles au sein des partis de gauche, parce qu'il faut bien le souligner, il n'en existe que dans les partis de gauche. À ma connaissance, la droite n'en a pas encore. C'est un sujet de Clément Perron.
C'est en 2016, au moment de l'affaire Denis Baupin, qu'Europe Écologie Les Verts met en place sa cellule d'enquête et de sanction des violences sexuelles et sexistes. Elle est composée de 10 membres, dont au moins 5 femmes, élus pour 3 ans. 5 d'entre eux font partie du Conseil fédéral du parti. Les autres sont des adhérents sans mandat national interne. Cette cellule est mentionnée dans le règlement interne du parti. Elle est accompagnée d'un protocole officiel qui stipule: les membres de la cellule ont reçu une formation à la prévention et détection des violences sexistes et sexuelles, ainsi qu'aux méthodes d'enquête par un organisme indépendant. Si ces enquêtes n'ont pas de valeur judiciaire, le protocole se veut garant des grands principes du droit. Il respecte les principes juridiques de la présomption d'innocence, du contradictoire, du droit à la vie privée et du respect des données personnelles. La saisine de cette cellule se fait par email. Le ou la plaignante est ensuite convoqué par les 10 membres pour un entretien. Des témoins éventuels sont également appelés. La personne accusée vient-elle en fin de procédure? La dernière personne auditionnée est toujours la personne mise en cause, au cas où des témoignages apporteraient de nouveaux éléments qu'il faudrait lui soumettre. À la fin de l'enquête, la cellule remet un rapport confidentiel et peut préconiser des sanctions. 2 membres du bureau exécutif du parti et 2 membres de son conseil fédéral décident alors de donner suite ou non à ces préconisations. Europe Écologie Les Verts n'est pas le seul parti à disposer d'une telle structure. La France Insoumise est dotée depuis 2018 d'un comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles dont le fonctionnement est similaire. Le Parti socialiste, lui, a mis en place cette année une commission de lutte contre le harcèlement et les discriminations. Elle compte un référent dans chaque fédération. Renaissance, le parti présidentiel, prévoit lui dans ses statuts l'installation d'une cellule de prévention, d'écoute et d'alerte. Mais le parti précise qu'elle n'a pas vocation à se substituer à l'autorité judiciaire. Enfin, à droite, les Républicains et le RN n'ont pas de structure de ce type. Ces partis invitent les victimes à s'adresser directement à la justice. Sarah Legras, vous avez reçu vous-même une formation spécifique pour faire partie de la cellule d'LFI ? Oui, bien sûr. Alors moi, en plus, en tant que députée, se pose la question, là je suis nouvellement élue, donc se pose la question de mon maintien au sein de cette cellule qui ne comporte pas sinon de personnes à responsabilité comme des députés. Donc là, on est en train de réfléchir à ça. Moi, ça me permet en tout cas d'expliquer le fonctionnement parce que c'est une cellule qui est composée de personnes qui restent anonymes justement pour ne pas subir des pressions. Et c'est une cellule qui fait que l'écoute. Chez nous, nous avons fait le choix d'avoir un organe qui fait l'écoute, l'accompagnement des femmes et qui considère qu'une femme, elle va peut-être pas pouvoir facilement se diriger vers le comité de respect des principes de notre mouvement, qui est le comité qui règle tous les conflits. Mais vous voyez les conflits de lui, il m'a envoyé un mail qui m'a pas plu, il a fait un tweet qui n'allait pas, etc. Donc des gens qui ne sont pas forcément habilités à recevoir la parole. Comment sont choisis les membres de cette cellule? Ils sont nommés? C'était des volontaires qui justement ont accepté de suivre ces formations, qui avaient déjà pu. Les membres. Donc précisément, ça a été acté par le mouvement et par les instances du mouvement. Mais je vous dis que ce qui compte, en tout cas pour nous, c'est qu'il puisse y avoir un accompagnement de ces femmes et qu'on ne mélange pas les étapes de la procédure. Et je crois que le cœur du sujet est là. Et au niveau des temporalités, vous avez une procédure qui écoute les femmes parce que les femmes, elles ont besoin d'avoir un endroit où elles vont pouvoir être aidées à porter un témoignage. Si elles le souhaitent, et seulement si elles le souhaitent, en tout cas nous concernant, il y a un témoignage qui peut être transmis à un comité qui, lui, va faire l'instruction, va gérer effectivement le droit du contradictoire. Et après, ça nous pose plein de questions. Quand vous respectez la volonté des femmes, jusqu'où vous la respectez? Est-ce que c'est une femme qui veut rester anonyme, qui ne veut pas que trop de détails soient transmis à l'homme mis en cause? Est-ce que c'est possible? Parce que derrière, il faut que la personne mise en cause, l'homme, tout état de cause, se retrouve aussi à pouvoir répondre de ce dont ce qui lui est reproché. Vous considérez qu'à l'issue de l'écoute de ces femmes, sans forcément qu'il y ait de plainte, pour bien comprendre, la cellule va rapporter au parti un signalement qui va déboucher sur une décision. Alors, et c'est ça que quand il s'agit d'une candidature, Tahabouaf, on se souvient, ou même d'un élu mis en retrait, voire démission. Ce qui est très important, vous n'avez jamais vu et vous ne verrez jamais la France insoumise émettre des avis de culpabilité. Ça, c'est le rôle de la justice, c'est le rôle du juge. Alors, c'est quoi la décision qui est prise? C'est des décisions politiques. Et les décisions politiques, ce sont justement des décisions qui disent, au vu de ce que nous avons,
parce que nous prenons au sérieux la parole des femmes, parce que nous avons des éléments, parce que nous avons aussi entendu des témoignages, parce que nous avons récolté des éléments, parce que nous avons mené une enquête, nous considérons qu'il y a telle ou telle mesure à prendre. Je vous pose une question très claire. J'aimerais que tout le monde entende. Ça peut être pour des faits de sexisme, on va faire une formation. Ça peut être, on va faire un avertissement parce qu'on ne veut pas que certaines choses se reproduisent. Et ça peut être, pour certains cas, on va considérer que par mesure de précaution, la personne ne peut pas être candidate s'il y avait une investiture en cours, ou la personne ne peut pas rester dans le mouvement. Juste pour bien comprendre, c'est très clair, mais je voudrais faire circuler la parole. Nous n'avons jamais communiqué dessus nous-mêmes, parce que sinon, nous mettons en cause la confidentialité que nous devons aux personnes qui nous parlent, aux femmes qui nous parlent, et la confidentialité que nous devons aussi aux hommes mis en cause. Alors, parce que juste une petite question et je fais circuler la parole. Dans l'affaire Caténins, il y a deux sujets. Il y a la démission du parti, du poste de coordinateur. C'est une démission, c'est la sienne. Donc là, si la justice le disculpait, j'imagine qu'il ne pourrait revenir, c'est sa décision de repartir. Je n'ai pas vocation à Dans la mise en retrait en tant que député, il est mis en retrait, c'est-à-dire qu'il ne prendra plus la parole dans l'hémicycle, mais il est toujours député. Si la justice le disculpait, est-ce qu'il faudrait qu'il reprenne Je n'ai pas vocation. Je fais partie de la cellule d'écoute. Je vous pose des questions, c'est mon rôle aussi. Ma vraie question, c'est justement comment est-ce qu'on articule déjà la demande des femmes. C'est-à-dire que parfois, vous avez des femmes qui ne témoignent pas auprès de nous, et donc on ne sait pas comment se saisir de leur parole. Parfois, elles témoignent dans les médias, donc on peut se saisir de la parole qu'elles ont donnée dans les médias. Et parfois, dans les médias sont étalées des paroles de femmes qui ne nous sont pas arrivées. Et j'aimerais que tout le monde saisisse les difficultés dans lesquelles ça nous met aussi, et qui serait celle de toute personne un peu honnête qui se pose ces questions-là. Voilà. Maître Saint-Palais, comment vous regardez, vous, l'avocat, l'homme de droit, ces cellules? Est-ce que ce sont des alliés de la justice ou pas? Alors moi, je ne vais pas les disqualifier vraiment d'un revers de main. Franchement, j'ai une approche un peu différente sans doute que celle qu'a exprimée le garde des Sceaux, très, très vive, presque violente. Non, la cellule d'écoute pour recueillir la parole, mais tous les lieux qui favorisent la parole et l'expression d'une plainte, ça me paraît tout à fait favorable. Ensuite, cesser avec l'hypocrisie dans la présentation. Vous dites, mais nous n'accusons personne. C'est ce que j'entends sans arrêt. Mais non, mais la justice, vous ferez après. Nous n'accusons personne. Mais si, lorsque quelqu'un est obligé de démissionner, de quitter son poste, bien sûr qu'il est affiché comme coupable d'un fait. Alors bien sûr, vous ne donnez pas de qualification pénale, mais vous dites il est parti parce que nous l'avons estimé coupable de violence sur son épouse. On ne dit jamais nous l'avons estimé. On dit par précaution parce que nous prenons au sérieux la parole des femmes et parce que le risque de se retrouver avec un agresseur dans le mouvement nous semble un risque plus important. Je me permets de vous dire. Assume politiquement de le dire. Alors, ce que vous faites, hommes et femmes, quand même, dans les lieux de pouvoir, c'est garder la parole. Ça, je peux vous dire, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Ce que je veux vous dire quand même, vous avez dit nous croyons la parole des femmes. Le slogan que vous avez posé les uns et les autres, là vous avez dit nous prenons au sérieux. Mais vous avez dit les femmes, on les croit quand elles se plaignent. Voyez le problème de la procédure contradictoire. Si je pose ce postulat, quand j'ai la prétention, comme vous le faites, de juger, c'est-à-dire de dire si les faits sont établis, et quand vous posez comme un postulat, les femmes, je les crois, là, vous minez tout. C'est ça que nous reprochons. Il faut quand même qu'on entende, Madame Tomasoff, on a à peine entendu. Oui, je ne veux certainement pas vous prendre la parole. Vous venez juste de dire qu'on juge, on prétend juger. On prétend dire si le dossier nous donne des éléments qui nous font penser qu'il faut qu'on prenne une mesure de précaution. Vous dites si les faits sont établis. Ah non, on ne dit pas qu'ils sont établis. Mais... Jamais vous verrez un document écrit où il y aura marqué, ou un document où on aura dit que les faits sont établis. On considère qu'on a des dossiers où on se dit il y a des raisons d'être inquiet et il y a des raisons de prendre des décisions et des précautions. Alors, et ces précautions-là, on aimerait bien ne pas avoir à les prendre, mais on les prend parce qu'il y a des violences sexistes et sexuelles dans la société et qu'elles ne sont pas toujours prises en charge par la justice dans des temporalités qui nous permettent, il faut que dans ce dossier-là, où vous prenez une décision, nous soyons sûrs. Vous comprenez, le principe des précautions, c'est protéger toujours la plaignante, la protéger. Mais attention, concilier avec la présomption d'innocence. Et donc, si vous êtes sûr, pourquoi pas, on peut dans une enceinte comme une association être sûr, mais à condition d'avoir une procédure équitable. Et on a envie de dire, qui es-tu pour juger? Ça n'est pas un débat. Anna Tomasoff, comment vous regardez cette mise en cause, au fond, du travail de ces cellules? Parce qu'il est évidemment complexe, il est très délicat, mais il est aussi parfois mis en cause. Et on le voit bien qu'il y a un dysfonctionnement, il ne marche pas dans l'affaire Bayou. Il y a un problème, manifestement. Mais après, j'ai pas envie d'avoir une vision binaire de la politique, mais les partis de gauche qui ont été cités et qui sont équipés de ces cellules sont des partis qui sont progressistes, qui veulent faire progresser la société. Donc ce qui se passe, et qui a été très bien expliqué, c'est qu'en fait, peu importe derrière en fait, ce qui en est dégagé justement dans les médias, sur les réseaux sociaux, par les commentateurs, je crois que le but d'abord, c'est de dire si un homme choisit de s'engager dans ces partis,
Il sait à quoi il s'engage. Et il sait sur quoi il vient chercher des voix. Il vient chercher des voix sur la défense du droit des femmes et justement sur le fameux on te croit, etc. Alors, le jour où lui-même est accusé de violences sexistes et sexuelles, en fait, c'est de lui-même qui part. Enfin, ça semble assez logique. Nous sommes sur des hommes qui choisissent d'aller dans des partis qui sont progressistes et radicalement féministes. Donc, évidemment que ils doivent aussi faire des pas en avant pour montrer... Mais l'exemplarité justifie-t-elle parfois des décisions dans des accusations à tort qui ont des conséquences sociales sur une vie publique? Mais je crois qu'il n'y a pas de solution parfaite. Par contre, les accusations à tort, c'est un truc qu'on entend tout le temps, dès qu'on parle de justice ou de déni de justice. Et en fait, les accusations à tort, c'est vraiment quelque chose, c'est 1 à 2% des accusations. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez rare. Alors, c'est grave, mais c'est un risque à pondérer quand même, je crois. Alors, on va regarder avec vous maintenant, Céline, comment réagit l'opinion. Les Français ont manifestement digéré toutes ces affaires et on voit que les lignes bougent dans vos enquêtes au Doxa. On commence par Jean-Luc Mélenchon après l'affaire Quatennens. Qu'est-ce qui se passe dans l'opinion? Est-ce qu'il se fracasse contre cette affaire avec ses tweets ou pas? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans ces affaires-là, on a les accusateurs, les accusés, ceux qui défendent les accusés. Jean-Luc Mélenchon fait partie de cela puisqu'il a défendu Adrien Quatennens. Et quand on regarde dans le baromètre qu'on publie tous les mois, quelles sont les personnalités qui ont le plus souffert dans l'opinion, il se trouve que c'est Jean-Luc Mélenchon qui perd le plus de plumes, si je puis dire ainsi, dans l'opinion, puisqu'il chute de 6 points avec 22% de cote d'adhésion. Ça le fait dégringoler dans notre top 10. Il se trouve maintenant largement en dessous de Marine Le Pen, alors qu'il était à peu près autant, il avait autant de supporters. Et dévisse en plus même chez les sympathisants de gauche. C'est ce que j'allais dire. Oui, pardon. Il dévisse effectivement encore plus auprès des sympathisants de gauche, puisqu'il recule de 8 points. Alors, on précise quand même qu'il est sauvé par l'absence de concurrence aux yeux des gens, en tout cas d'une personnalité qui aurait la trempe de Jean-Luc Mélenchon. Il reste quand même le préféré des sympathisants de gauche, avec une cote d'adhésion qui est de 55%. On voit qu'il y a des dégâts donc, pour Jean-Luc Mélenchon, mais aussi dans l'ensemble de la NUPES. Oui, c'est-à-dire que ce que l'on voit ce mois-ci, c'est qu'il rien ne bouge quasiment à droite, mais les choses bougent beaucoup à gauche. Et ce grand déballage est vraiment vu comme tel, en tout cas par les Français. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit que Adrien Quatennens, par exemple, qui faisait vraiment partie des espoirs des sympathisants de gauche, se retrouve un peu parmi les parias. Avec 46% de rejet. Voilà, quand on regarde les personnalités qui suscitent le plus de rejet, alors vous voyez, le mot est fort, mais c'est comme ça que c'est posé, c'est-à-dire qui rejetez-vous? Alors, Éric Zemmour est toujours le plus rejeté, mais juste derrière, on a Jean-Luc Mélenchon, puis Marine Le Pen, et derrière, Adrien Quatennens et Sandrine Rousseau, qui tous les deux progressent, si l'on peut dire ça ainsi, parce que c'est un peu la cote de l'infamie, dans cette cote de rejet fortement. Ça veut dire que non seulement les mises en cause, mais aussi ceux qui accusent, les accusateurs aussi sont moins bien perçus par les Français. Voilà, quand vous disiez, finalement, les Français peuvent prendre un peu de recul, non, pour l'instant, c'est pas ça. C'est qu'on voit un grand déballage, ça plaît pas tellement aux Français, même si on va le voir. Alors les Français justement, demandent plus de transparence. Qu'est-ce qu'ils attendent, les Français, quand on les interroge sur la transparence, justement? Alors, c'est une question intéressante, la transparence de la vie privée, parce qu'on se demande toujours jusqu'où un homme politique doit aller dans la transparence de sa vie privée, et jusqu'où les autres doivent aller pour rendre transparente sa vie privée. Et là, les chiffres sont impressionnants. Oui, c'est-à-dire qu'on a 69% des Français qui nous disent aujourd'hui, on attend des hommes et des femmes politiques qu'ils soient de plus en plus transparents sur leur vie privée. Alors vous dites peut-être non, mais c'est ce que disent les gens. Et alors, comme si on basculait dans alors c'est intéressant d'ailleurs que vous disiez non, parce que exactement, on dit souvent ça, et on dit souvent, ce sont les jeunes qui demandent de plus en plus de transparence, et c'est l'effet réseaux sociaux. En fait, c'est pas tout à fait ça, parce que ceux qui réclament le plus de transparence, ce sont justement les seniors. C'est-à-dire, on a les 3/4 des 65 ans et plus. On est un peu en retrait chez les moins de 25 ans, un peu plus gêné avec cette histoire de transparence sur la vie privée. Et alors, il faut mettre en relation avec un autre chiffre, et vous nous mettez en garde contre ces quasiment 7 Français sur 10 qui veulent la transparence de la vie privée. Oui. Quand on interroge sur l'exemplarité des politiques, là, les hiérarchies sont un peu différentes. C'est-à-dire que c'est intéressant de savoir, après, ok, les hommes politiques et les femmes politiques doivent être exemplaires, mais qu'est-ce qui compte aux yeux des gens? Et en fait, le vrai sujet pour les gens, c'est l'argent, largement. C'est-à-dire, à 67%, ils nous disent, c'est
là-dedans, c'est vraiment ce sujet-là, parce que c'est de l'argent public, qu'on confie et qu'on paye des hommes politiques avec de l'argent public, et c'est là qu'on les attend. Plus que sur les questions de mœurs, en matière écologique, même si les jeunes le disent beaucoup, hein, ils sont 50% à le dire, en matière de non-violence, comme si c'était des sujets qui n'avaient finalement pas complètement rapport avec leur fonction et que les gens étaient un peu en recul là-dessus. Et vraiment, ce sujet d'argent, en vrai, c'est le sujet. Quand on pose des questions spontanées sur les hommes politiques, c'est toujours celui qui ressort en premier, bien avant les questions, alors qui restent importantes. Céline. Mais je veux juste mettre en garde sur ce miroir un peu déformant du moment autour de ces affaires. Merci beaucoup. Baromètre Odoxa retrouvé chaque mois en exclusivité pour les chaînes parlementaires. Vous avez le mot de la fin, Sarah Legras, parce que le débat s'achève. Vous avez parlé vous n'êtes pas étonnée par ces chiffres? Moi, je ne suis pas étonnée, mais quand vous parlez de vie privée, je crois que la question n'est pas celle-là. Les gens attendent, quand vous parlez d'argent, ils veulent vérifier qu'il n'y a pas un problème de corruption. Ils veulent vérifier qu'il n'y a pas des gens qui abusent de leur pouvoir. Et une des façons d'abuser de son pouvoir aussi, c'est de perpétrer de façon impunie des violences. Et là-dessus, sur le grand déballage, je suis désolée, mais si la gauche, elle baisse, c'est parce qu'il en est question. Mais où êtes-vous pour Pierre Cabaret, visé par une plainte pour agression sexuelle et harcèlement moral déposée par une ancienne collaboratrice, c'était un député LREM, personne n'a jamais entendu parler. Benoît Simian, poursuivi pour harcèlement contre son ex-femme, elle avait un téléphone grand danger. Il y a une procédure judiciaire en cours. Ils ont refusé de lever l'immunité dans le dernier mandat, la majorité. La majorité, je ne vous parle même pas de Damien Abad et Darmanin, hein, c'est encore autre chose. Jérôme Perra, oui, mais je vous dis que il y a des hommes qui sont accusés aujourd'hui. Allez, on refait pas le débat. Il y a des hommes qui sont accusés aujourd'hui dans des partis qui très facilement mettent la lumière sur les partis de gauche qui décident de se saisir de ces questions-là. A abouti à un non-lieu, il faut le préciser. Oui, vous savez, les non-lieux et les classements sans suite, ça ne veut pas non plus dire. Alors, je vous propose une chose. Je pense que vous Quelque chose me dit qu'on va continuer à parler de tous ces sujets. On est au début d'une nouvelle ère. On voit bien que les partis politiques tâtonnent. Et il faut quand même le préciser. Si les cellules d'écoute sont mises en cause, notamment à gauche, c'est parce qu'il en existe. Et aussi parce que les femmes prennent la parole. Espérons que ces affaires ne leur donneront pas envie de se taire. Merci à vous. Non, ne leur dites pas de se taire. Merci infiniment d'être venu sur le plateau d'LCP. On va à présent accueillir